Bonsoir à tous, merci d'être venus jusqu'ici pour cette nouvelle soirée pizza, dans laquelle on parle d'intelligence artificielle. Donc, je vois des nouvelles têtes. Donc, l'idée, c'est un topo, on va apprendre des choses. Une démo, on va avoir un retour d'expérience. Et puis ensuite, donc les pizzas, qui sont, donc, où on peut échanger tous ensemble. On a Lucy Walker qui est là avec nous aujourd'hui pour parler de droit. Et il se passe plein de choses sur, sur ce sujet-là en ce moment. Et c'est pas fini, mais en tout cas, il y a déjà des échéances un petit peu qui vont arriver, notamment cet été. Donc, si vous voulez faire des œuvres créatives cinématographiques avec de l'IA, il faut que vous commenciez à savoir un petit peu ce qu'il en retourne là-dessus. Et après, donc, on va avoir un échange intéressant avec Étienne Mineur, que je remercie de nous rejoindre. Étienne, tu es designer graphique, tu es aussi enseignant, et pas nécessairement dans le milieu du cinéma, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est intéressant de pouvoir compléter les métiers, de s'enrichir les uns les autres. Et donc, tu utilises l'IA déjà de manière assez avancée, notamment avec des agents, voilà, en vibe coding aussi. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu toutes ces choses-là et nous éclairer. On a tout ça à apprendre. Il faut qu'on avance ensemble avec ces nouvelles technologies qu'il faut qu'on arrive à maîtriser au bout d'un moment. Il ne faut pas se laisser faire. Et donc, on est là pour ça. Donc, merci à tous. Et puis, Lucie, à toi. Donc bonsoir à tous, merci. Alors donc j'interviens sur la question des enjeux juridiques et éthiques dans des usages donc avec intelligence artificielle générative. Donc il y a beaucoup évidemment de questions, beaucoup de sujets. Donc ce soir je vais faire un focus sur deux points, on va dire intéressants pour vous. Le premier va concerner la question de est-ce que un contenu qui est créé avec une intelligence artificielle générative, avec un outil, peut être protégé par le droit d'auteur, où on en est aujourd'hui, quel est le point, on va dire d'un point de vue de droit, des décisions de justice, des juridictions. Et puis un deuxième focus sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc le RIA, qui est déjà en vigueur, mais dont la prochaine échéance en tout cas est fixée au mois d'août prochain. Et donc ce règlement fixe des obligations de transparence et d'étiquetage pour l'ensemble de la filière, à la fois les fournisseurs et les déployeurs d'IA. Et les déployeurs d'IA, ça peut être les sociétés de production, les chaînes de télévision, les plateformes, en tout cas toute cette personne qui va produire ou diffuser un contenu. Donc voilà, je vais faire ces deux focus sur ces deux points. Alors tout de suite pour commencer, j'ai mis une petite carte en guise de clin d'œil pour introduire le premier sujet sur les procès, en tout cas sur la question du droit d'auteur et du copyright au sens anglo-saxon. C'est une carte qui est issue d'un blog donc qui est tenu par des juristes américains. C'est issu de ChatGPT's eatingtheworld.com qui est donc un blog de juristes américains qui fait le point sur toutes les affaires judiciaires en cours, mais qui a l'intérêt de faire régulièrement une carte avec l'état des procès en cours, le nombre de procès, les résultats. Donc là, la dernière carte date du 5 avril. Ça ne concerne que les questions de droit d'auteur, hein, donc il n'y a peut-être pas la référence de tous les procès, on va dire, qui impliquent des questions autour des IA. Donc là, on a 130 affaires en cours. Alors, il y a évidemment déjà des décisions qui ont été rendues, mais ça nous montre qu'il y a 130 décisions, 130 procès en cours, dont une centaine aux États-Unis, et dans le reste du monde, une trentaine. La Chine a déjà rendu un certain nombre de décisions. Alors là, il y en a que 2 qui sont mentionnées. Je suis un petit peu étonnée parce que ils sont assez bons. Enfin, en tout cas, en termes de décisions, il y en a pas mal qui sont rendues régulièrement. On voit aussi que en Inde, on a déjà des décisions qui ont été rendues, par exemple, sur l'usage de voix synthétiques ou de comédiens, en tout cas, modifiés ou manipulés par IA. Donc, ils sont pas en retard non plus sur ces questions, on va dire, juridiques. Et puis, l'Europe. Alors, en France, on a un seul procès en cours qui donc est à l'initiative du syndicat national des éditeurs, donc en fait qui représente les auteurs et les éditeurs littéraires qui poursuivent Meta. Donc c'est une action qui a été initiée il y a 1 an, qui est en cours devant le tribunal judiciaire. Donc on aura
probablement une première décision en fin d'année 2026 et en fait donc on est sur un usage non autorisé d'ouvrages, en tout cas pour alimenter les données, hein. Donc on aura un résultat en tout cas dans quelques mois. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner une petite faire un petit clin d'œil. Tout de suite je vais aller sur la vignette suivante pour répondre à la question de est-ce qu'une création générée par intelligence artificielle générative peut être protégée par le droit d'auteur. Et donc il y a une actualité. Alors ça fait il y a déjà eu plusieurs décisions, mais en tout cas on commence à avoir on va dire une approche un peu stabilisée en termes de droit sur une première position qui est que si on a un contenu qui est créé exclusivement par une IA, c'est-à-dire à 100% généré par une IA, il n'y a pas de protection par le droit d'auteur. Donc j'ai remis une affaire qui est donc revenue devant la Cour suprême des États-Unis le mois dernier, en mars, qui est une des premières affaires juridiques qui concerne un tableau numérique. Il est représenté à gauche, donc Recent Entrance to Paradise, qui a donc été conçu n'est pas le terme, mais on va dire issu de prompt fait par Monsieur Thaler. Donc c'est un Américain. Il a voulu protéger son tableau auprès du bureau du copyright américain, qui en fait permet d'obtenir dans le système juridique américain une protection pour les œuvres littéraires artistiques. Je rappelle que nous en France, on n'a pas besoin d'enregistrer une œuvre littéraire et artistique pour qu'elle soit protégée, mais dans le système américain, c'était le cas auparavant et il y a toujours une tradition pour les créateurs de déposer au bureau pour avoir donc une reconnaissance de la qualité d'œuvre, en tout cas protégeable au sens du copyright américain. Donc ce monsieur avait déposé sa création, elle a été rejetée par le bureau. En fait, il a rempli un formulaire dans lequel il avait indiqué que c'était généré exclusivement par une IA. Donc il a fait un recours et son recours a été jugé par une cour d'appel américaine l'année dernière, en mars 2025, et cette cour a considéré que, en l'absence de toute intervention humaine, il n'y a pas de protection par le droit d'auteur. Donc, il a formé un pourvoi devant la Cour suprême. Alors, la Cour suprême a rendu une décision au mois de mars, il y a un mois. Elle s'est pas prononcée sur le fond du dossier. Le système judiciaire américain est différent du nôtre. Donc, il n'y a pas vraiment eu, j'ai envie de dire, une réponse sur cette question, sur le fond de la question. Donc, néanmoins, la décision qui a été prise est définitive et renvoie la décision de la Cour d'appel qui s'applique. Donc, la position, en tout cas pour le moment, c'est pas d'intervention humaine, pas de protection. C'est une position, il y a un consensus qui se fait un peu partout dans le monde. La plupart des pays, en tout cas, considèrent que 100% IA ne permet pas d'avoir une protection par le droit d'auteur. On a alors en Chine, c'est le cas par exemple. Les tribunaux de Beijing qui sont intervenus à plusieurs reprises l'ont déjà aussi ont pris cette décision. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a une résolution donc du Parlement européen qui a été prise le 10 mars dernier, donc c'est aussi très récent. Alors c'est une résolution qui n'a pas de force contraignante, c'est une prise de position, mais le Parlement est venu dire qu'un contenu généré par IA à 100% appartient au domaine public. Donc on passe à la partie droite de ma vignette. La question aujourd'hui, c'est en revanche, si ça n'est pas à 100% généré par IA, lorsqu'il y a une supervision humaine, est-ce que le contenu peut être protégé par un droit d'auteur? Alors, la réponse est oui, probablement, mais pas si facile. Il va falloir démontrer une supervision humaine, un apport créatif suffisant. Alors, ça va être en tout cas le prochain débat, on va dire, qui va animer les juridictions un peu partout dans le monde, c'est de savoir, en tout cas, qualifier l'intervention humaine, à partir de quand elle est significative ou elle est suffisante pour démontrer, en tout cas, qu'il y a un contrôle humain sur la création. C'est là toute la question. Alors, aujourd'hui, on a aussi plusieurs affaires qui sont en cours.
J'ai remis aussi une création numérique qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial, qui est aussi donc américaine et qui est une aussi des premières affaires, on va dire, judiciaires. On est dans une situation où le créateur a également déposé au bureau du copyright sa création pour avoir une protection, qui lui a été refusée. Il a donc là aussi fait un recours devant la cour d'appel et on est dans une situation où ce monsieur a lui indiqué que pour obtenir le résultat, le tableau, il avait émis, en tout cas, il avait itéré à plusieurs reprises et donc il y avait 620 prompts, un peu plus même, 624 pour être précise, je crois, prompts. Donc lui, il est parti sur l'idée que puisqu'il avait eu un processus de création avec de nombreux prompts, il y avait certainement une intervention humaine, en tout cas suffisante, pour lui permettre de, en tout cas, avoir une reconnaissance de cette qualité d'auteur. Alors, devant la cour d'appel, il a été également débouté, ce qui fait que il a formé un pourvoi devant la Cour suprême et l'affaire est en cours, devrait être jugée dans les prochains mois. Donc la question va être de savoir si est-ce qu'effectivement c'est suffisant pour démontrer le contrôle humain et en tout cas prouver un apport créatif suffisant. Il faut quand même savoir que, en tout cas, la prise de position ou les prises de position que l'on trouve de par le monde sont les suivantes. C'est pas parce qu'il y a une accumulation de prompts que ça veut dire pour autant que c'est protégeable. Un prompt en soi peut être protégé, peut-être en tout cas protégé par le droit d'auteur, mais il peut aussi ne pas l'être. Il faut savoir, en tout cas, il peut relever de l'idée et ne pas être protégeable. Hein. Donc en fait, toute la question, c'est qu'il faudra à chaque fois apprécier au cas par cas et démontrer que l'apport créatif est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a juste demandé des corrections techniques, des instructions qui n'ont pas, on va dire, qui ne reflètent pas la personnalité de son créateur, eh bien ça peut être considéré comme insuffisant. En droit français, quand on est auteur d'une œuvre littéraire et artistique et que l'on a justement, en tout cas, victime d'un plagiat ou d'une contrefaçon et qu'on doit aller devant le juge, on doit démontrer que l'œuvre est originale. Et l'originalité, c'est... Alors, traditionnellement dit, l'œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire porter sa patte. Après, ce qui se passe, c'est que les juges examinent à chaque fois au cas par cas et peuvent avoir des examens qui vont différer selon la nature de l'œuvre. On va pas avoir le même examen du juge si c'est une photo, si c'est une sculpture, si c'est un tableau. Par exemple, en photographie, encore aujourd'hui, on a parfois des photographies qui sont considérées comme non originales parce que lorsque l'auteur qui est victime de la contrefaçon va devant le juge, il va devoir décrire en quoi la photo est originale et photo par photo. C'est-à-dire que si c'est en plus il y a plusieurs photos qui sont concernées, il faut que pour chaque photo ils le décrivent. Et souvent en fait là, dans la description on va introduire des propos, on va dire, enfin ou des considérations techniques. Et dans ce cas, le juge considère c'est technique. Vous avez zoomé, c'est technique. C'est pas le reflet de votre personnalité. Donc il faut, parfois ça peut être difficile de démontrer l'originalité. C'est ça qu'on va avoir aussi avec les contenus, on va dire, ou les créations générées par intelligence artificielle, c'est comment on va démontrer cette empreinte créative, comment on va démontrer en tout cas ce degré de participation humaine. Alors, juste pour finir sur ce petit sujet, le tribunal de Munich a rendu une décision le 13 février dernier. Ça concernait des logos qui avaient été réalisés par IA, et puis donc l'auteur des logos les a retrouvés sur un site internet où il n'avait pas donné son autorisation. Donc il a évidemment, il a assigné l'auteur, le site internet, ou en tout cas l'éditeur du site, et devant le tribunal de Munich, il a perdu, il s'est fait débouter de son action parce qu'il n'a pas su démontrer qu'il y avait une empreinte créative humaine. Et là, le tribunal de Munich a appliqué, enfin en tout cas a ajouté prépondérante. Donc il a fallu, là on est sur du prépondérant. Donc
on va avoir des différences en fonction des territoires. En Chine, on a aussi l'apport créatif qui est relevé, mais en tout cas, il n'y a pas la qualification de prépondérant. Ça doit être significatif. Donc voilà, on va être sur cette difficulté dans les mois ou années à venir de comment on va qualifier cet apport créatif. Alors, juste pour donner quelques illustrations, on va dire pratico-pratiques, les bonnes pratiques à introduire dans votre phase d'itération, c'est effectivement de prouver, en tout cas de ces bonnes pratiques à avoir, elles visent à prouver un niveau d'intervention humaine suffisant. Hein. Donc aujourd'hui, alors les conseils qu'on peut donner ou les recommandations, c'est effectivement de bien documenter votre travail, vos étapes de travail pour prouver votre apport personnel. Hein, donc ça veut dire conserver évidemment les travaux préparatoires, les fichiers intermédiaires, les versions on va dire successives que vous pouvez avoir, éventuellement même pouvoir comparer un avant-après et bien évidemment montrer en tout cas en quoi vous avez si vous avez prompté en tout cas à plusieurs reprises, par exemple en donnant des instructions, un texte, eh bien effectivement il faut que ce texte reflète votre personnalité. Si l'instruction c'est d'améliorer la netteté de l'image ou de donner des instructions générales comme agrandis ou rétrécis l'image ou fait un focus ou un zoom sur telle partie, ça ne sera peut-être pas considéré comme suffisamment, en tout cas suffisant pour démontrer un apport créatif. Hein. Donc on va avoir, voilà, on a un champ des possibles qui arrivent. Donc là, voilà, sur cette vignette, je vous ai mis un certain nombre de recommandations donc qui peuvent servir s'il faut prouver l'intervention humaine. Bien évidemment aussi, alors voilà, il y a des recommandations qui vont de soi, comme privilégier des concepts originaux plutôt que d'utiliser des personnages existants ou des contenus qui donc sont bien identifiés comme étant ceux des autres. En l'occurrence, voilà, ce qui est important, c'est de conserver les étapes de création pour prouver l'apport personnel. Hein. Et puis évidemment de contrôler ou de faire contrôler votre résultat par d'autres machines, mais aussi par des humains pour avoir l'assurance que, en tout cas, voilà, le résultat peut en tout cas entrer dans cette qualité, cette qualification d'œuvre telle que les juristes, en tout cas le droit l'entend. Voilà, ça c'était le premier focus sur le droit d'auteur. Et mon deuxième focus est différent, donc il est relatif aux obligations de traçabilité et de transparence qui sont imposées par le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors, juste pour rappel, ce règlement il a été adopté en 2024, en août 2024, mais il est d'application progressive jusqu'en 2027. Et donc au 1er août prochain, 1er août 2026, j'ai mis Big Bang pour les usages GenAI, voilà, le 2 août 2026, parce qu'en fait, effectivement, à partir du 2 août 2026, les règles de ce règlement vont s'appliquer pour tous les usages génératifs, donc les utilisations, en tout cas génératives, ce qui fait qu'effectivement, pour toute la chaîne de création artistique, de production cinéma, audiovisuel, eh bien, donc le règlement va devenir applicable. Alors, il prévoit beaucoup de choses, ce règlement. La première chose que je rappelle, c'est qu'il s'applique à tout fournisseur, distributeur ou déployeur de systèmes ou de modèles IA. Alors, les déployeurs, voilà, surlignés en gras, ce sont en fait effectivement a priori donc les entreprises ou les professionnels qui vont utiliser des systèmes ou des outils d'intelligence artificielle générative dans leur processus donc professionnel de création. Donc ça peut être effectivement la société de production ou le producteur d'un contenu, le diffuseur de ce contenu, hein, le fournisseur ou le distributeur pouvant être évidemment l'entreprise qui a elle donc un modèle, en tout cas commercialise un modèle IA que vous allez utiliser. Donc c'est un règlement qui s'applique à tout professionnel. Hein. Alors il s'applique à des personnes morales, c'est-à-dire pas personnes physiques, mais
en tout cas, il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des professionnels et donc à l'ensemble de la chaîne d'intervenants, hein, depuis le fournisseur jusque l'utilisateur final. Alors, pas l'utilisateur final, mais en tout cas, voilà, l'ensemble des intervenants. Donc, ce règlement, il a aussi donc pour particularité de classifier les différentes IA en fonction de niveaux de risque. Il y a 4 niveaux de risque. Donc, le niveau extrême qui est en haut de la pyramide, c'est le niveau interdit, c'est-à-dire des IA qui vont permettre des reconnaissances faciales, de la discrimination. Donc, ça, très clairement, en tout cas le règlement les interdit, et ensuite donc aux étages suivants, inférieurs, ce sont donc des IA qui sont référencés, identifiés et qui impliquent des niveaux de risque de moins en moins élevés. Pour les professionnels des industries créatives, a priori, on est dans les 2 derniers niveaux, c'est-à-dire où les risques sont moyennement faibles ou moyennement élevés, en tout cas risque moyen, et risque faible dès lors que les usages, on va dire, sont des usages de contenu, enfin en tout cas ce sont des contenus qui vont être manipulés, donc ça peut quand même couvrir les deepfakes, hein, mais ça peut aussi, ça va couvrir évidemment tout contenu qui est manipulé ou assisté par intelligence artificielle. Et donc évidemment, en fonction du niveau de risque, il y a des obligations qui sont plus ou moins contraignantes. Alors il y a beaucoup d'obligations, mais il y en a une qui est importante, et enfin en tout cas celle sur laquelle je fais le focus ce soir, qui est dans un article 50 qui impose à tous ces professionnels, que ce soit les fournisseurs ou les déployeurs, une obligation de transparence et de traçabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être tenu d'indiquer lorsqu'un contenu a été manipulé ou retravaillé ou en tout cas amélioré par IA, vous allez être tenu d'en informer tout le monde, c'est-à-dire aussi bien vos clients ou commissionnaires avec qui vous êtes en relation d'affaires, jusqu'à en tout cas le public. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'il y a effectivement des sanctions. Alors elles ont l'air comme ça importantes parce qu'elles sont prévues plutôt pour les fournisseurs, les grosses entreprises, hein, où on a des amendes qui peuvent atteindre des sommets et donc ou des pourcentages de chiffre d'affaires. Mais évidemment, dans quelques temps, à terme, on va avoir des amendes qui peuvent s'appliquer à tout professionnel. Et évidemment, s'il n'y a pas de respect de ces obligations, eh bien, on a, outre les amendes, aussi un principe qui est que pour tout ce qui est contenu, hein, on va considérer par défaut que si on n'a pas rempli ces obligations de transparence et de traçabilité, eh bien, on va présupposer, en tout cas présumer que celui qui a modifié le contenu, eh bien, il a pris un contenu qui était protégé, en tout cas sans autorisation. Donc, il y a, voilà, on est sur on va dire un inversement aussi, un renversement de la, enfin, en tout cas, de la preuve. Vous allez être plutôt présumé coupable que présumé innocent. Voilà, donc oui. Bah alors, bah oui, c'est alors, c'est le RIA a été à des critiques. Enfin, il y a des critiques. Alors après, peut-être que c'est des évidemment au fil du temps, on va affiner les choses, mais effectivement, parmi les critiques qui ont été faites, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on a une tendance on va plus vers un droit du copyright que un respect du droit, on va dire latin. Hein. Alors, pour revenir sur les obligations, voilà, de transparence et de traçabilité, la première chose qui est importante, c'est effectivement ces mentions, en tout cas, qu'il va falloir respecter. Alors, le règlement donc est en vigueur. Il y a un ensemble de textes qui sont prévus pour venir, bien sûr, l'expliquer, l'affiner, le préciser. Pour le moment, ces textes n'existent pas, ne sont pas encore, en tout cas, publiés ou adoptés. En revanche, ce que la Commission européenne a fait assez vite, c'est d'émettre alors un code des bonnes pratiques, donc qui a été publié. La première version a été publiée au mois d'août 2025. Alors, c'est un code qui n'a pas de valeur contraignante. Hein, donc, pour le moment, c'est juste
juste un document qui est donc là pour aider évidemment et pour expliciter ce que l'on entend notamment par cet article 50. Donc la première version a été publiée en août dernier et une deuxième version va être publiée au mois d'août prochain, en même temps que donc on arrivera sur une échéance pour les GenAI, enfin les intelligences artificielles génératives. Donc ça c'est le point important. Et cette version 2 a fait l'objet déjà d'une publication sous format d'avant-projet, qui a été publiée le mois dernier, de manière à permettre aussi des retours de contribution. La Commission européenne a appelé les professionnels à intervenir pour faire remonter, on va dire, leurs remarques. Donc ce pré-projet, ce draft de version 2 qui a été publié a vocation quand même à un peu simplifier la version 1 qui prévoyait parfois des obligations qui pouvaient être un peu compliquées à mettre en place dans la pratique, notamment par exemple puisqu'il s'agit de mentions de labellisation, donc de mentions au générique ou de mentions sur un contenu. On avait dans la version 1 des obligations où il fallait par exemple déjà mentionner contenu partiellement généré par IA ou intégralement généré par IA, qui était parfois un peu difficile à appliquer. Là, je vous ai mis voilà une publicité AXA qui donc date de l'année 2025 et en fait vous le voyez pas parce que c'est pas assez grand dans l'écran, mais là en bas il y a une petite mention qui indique création partiellement générée par IA. Et c'est vrai que moi j'avais été interrogée par des clients qui me demandaient mais quand est-ce qu'on met partiellement, quand est-ce qu'on met totalement. Ça c'était assez abstrait et compliqué à mettre en place. Donc on oublie ça. En tout cas, visiblement, la commission, en tout cas dans ce code version 2 qui va arriver, veut simplifier. Ce qui en résulte, c'est alors un certain nombre d'obligations et puis des mentions qui vont être plutôt optionnelles. Dans les obligations, alors il y a une différence qui est faite entre votre statut. Si vous êtes fournisseur, vous avez des obligations qui sont renforcées. Je vais juste les dire rapidement. C'est effectivement donc des obligations dans les contenus, en tout cas de marquer, de faire du watermarking, des filigranes, en tout cas d'avoir des marquages, des techniques de tatouage numériques. Alors il y en a des imperceptibles, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles, et d'autres qui devront être visibles. Voilà, vous avez un certain degré, en tout cas il y a une combinaison qui est demandée de techniques. On ne peut pas en faire qu'une seule pour le moment, pour effectivement informer que les contenus ou en tout cas que les outils sont améliorés par intelligence artificielle. Ce qui est plus important pour nous, c'est au niveau donc des déployeurs, on a donc des obligations qui sont mises à charge. Ce qui est à retenir, donc c'est dans l'objectif de simplifier. Ce qui se dégage, c'est qu'il y aura un pictogramme. Donc on va arriver en fait sur un système qu'on connaît assez bien dans le cinéma ou dans l'audiovisuel, celui de la petite mention, par exemple, interdit au moins de 10 ans ou 12 ans en télévision. Et bien on va avoir ce pictogramme. Alors AI, pour le moment, il n'est pas encore fixé. Mais voilà, donc j'en ai mis une représentation qui est tirée justement de cette version 2 du code, mais on aura un pictogramme. Ensuite, ce qui va être justement la difficulté, c'est le positionnement de ce pictogramme. Et donc dans cette version 2, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour des contenus qui donc sont vidéo, la commission en tout cas va faire une différence entre soit c'est une diffusion en temps réel, soit c'est une diffusion en tout cas d'un film ou d'une vidéo qui a été tournée, sa durée, est-ce que c'est court, est-ce que ça n'est pas court, et aussi le type de manipulation par IA qui va avoir été faite. C'est-à-dire que vous allez avoir des obligations renforcées si vous êtes sur des manipulations qui sont plus risquées. Donc concrètement, je modifie une voix d'acteur ou un visage, et bien là effectivement j'ai des niveaux renforcés.
En revanche, j'utilise des techniques IA pour, par exemple, animer une image d'archive. Je vais être sur un risque moins élevé et donc seul le pictogramme sera imposé, mais il n'y aura peut-être pas de mentions supplémentaires qui seront imposées. Ce qui est optionnel, a priori, ce qui se dessine comme étant optionnel, c'est des précisions de type généré par IA ou réalisé par IA. En gros, ce qu'on nous dit, c'est vous pouvez le mettre si vous avez envie de le mettre, mais ça ne sera pas obligatoire. Et évidemment, des mentions complémentaires telles celles du générique, mais pour le moment, elles ne sont pas obligatoires. Donc, juste pour illustrer, je vais essayer d'aller vite pour rester dans le temps qui m'est imparti. Voilà 2 cas de figure, ce que je disais, un documentaire avec des archives qu'on va modifier. Là, en l'occurrence, donc j'ai pris un exemple sur lequel je suis intervenue, un film documentaire qui a été diffusé sur Paris Première, sur Sean Connery, qui retrace la carrière de Sean Connery. Et à un moment, on utilise des images d'archives, puisqu'il est écossais, il jouait au rugby. Donc voilà, on a une photo de joueurs qui a été retravaillée pour être donc animée, colorisée, évidemment, pour faire une reconstitution un peu plus dynamique. On est sur un contenu qui a effectivement été manipulé au sens juridique, mais qui n'est pas trompeur. C'est plutôt de l'ordre de la correction technique. Donc, dans ces cas-là, eh bien, a priori, on aura un pictogramme à mentionner en incrustation au début de la séquence. Alors, le RIA dit le règlement pendant une durée suffisante pour informer le spectateur. Le fameux code indique que ça peut être quelques secondes. Si la séquence est assez longue, ça peut être par intermittence. C'est pas encore très clairement défini. Évidemment, est-ce que une séquence d'archives qui peut durer parfois 2 ou 3 secondes, être vraiment très très courte, eh bien est-ce que le pictogramme suffira en incrustation? Ou bien est-ce qu'il faudra, lorsqu'on a des séquences un peu plus longues, envisager par intermittence de le réafficher? Mais a priori, on sera sur en tout cas une mention obligatoire par le pictogramme et si vous avez envie de mettre généré par IA, vous pouvez le mettre, mais ça ne sera pas obligatoire. Et puis un générique de fin mais qui a priori ne sera pas obligatoire, où on peut éventuellement imaginer images d'archives restaurées par IA. En revanche, si on est dans une fiction avec des acteurs recréés, là donc j'ai pris un exemple tiré donc d'une d'un essai qui avait été fait où on voit en fait Keanu Reeves se transformer en Tom Cruise ou l'inverse. Là, on est dans un cas où on va modifier la voix et le visage de l'acteur. Alors bien évidemment, il faut avoir son autorisation, mais on est dans a priori ce que la Commission européenne définit comme étant un deepfake. Alors il me semble, de mon point de vue, c'est juste mon point de vue à moi, que dans le code qui a été, cette version 2, on a une vision très large des deepfakes. C'est-à-dire qu'on est en train de glisser vers, dès lors qu'on va manipuler un visage ou une voix, ça sera considéré comme un deepfake. Et donc, obligation renforcée. Alors, ça semble tout à fait normal, mais de là à qualifier de deepfake, je trouve qu'il y a un petit glissement qui méritera d'être, en tout cas, précisé par la suite. Juste pour terminer, je vais vous donner un exemple. Puisque c'est à peu près le seul, malgré tout, qui existe pour respecter ces obligations du règlement européen. Il va falloir effectivement, vis-à-vis de vos partenaires, avoir une démarche d'information. Un peu comme lorsque l'on fait des documents en fin de production où on peut remettre, par exemple, pour la musique, un cue sheet, eh bien, on va se retrouver désormais à devoir aussi envoyer en fin de production un document, voire pendant la production ou avant la production, anticiper certaines situations en demandant l'accord préalable de son partenaire. Alors, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a que Netflix qui, au mois d'août dernier, en 2025, a émis un guide à l'usage de ses partenaires, producteurs ou autres, dans lequel il explique quels sont les usages interdits d'IA et quels sont ceux donc qui vont être soumis à juste une information ou ceux qui vont être soumis à son accord préalable. Alors évidemment, sans surprise, est soumis à son accord préalable toute modification, voix, image, qui nécessite évidemment son accord, mais on va avoir aussi des informations, par exemple, pour des usages d'IA qui peuvent être, comme de la restauration, visible à l'image.
s'il fallait résumer, je dirais que tout ce qui se voit à l'image doit faire l'objet d'une demande préalable. Tout ce qui ne se voit pas forcément à l'image, mais qui permet à la production, les outils de production, non, il n'y aura pas forcément besoin de demander un accord préalable. Par exemple, un mood board pour aller convaincre Netflix d'acheter votre projet, vous n'aurez pas besoin de demander évidemment un accord préalable. En revanche, effectivement, si vous avez voilà des images où dans le décor, on va dire, on a des effets visuels qui vont être manipulés par IA, il faudra avoir l'accord préalable. Donc, on va rentrer dans une phase où on va avoir des sortes de checklists à mettre en place, des risques, en tout cas, des usages, en tout cas, envisagés dans les productions, et bien évidemment, des outils utilisés, parce que ce n'est pas seulement d'informer qu'on utilise l'IA, mais c'est aussi donc de mentionner quelles IA. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière. On va devoir faire un travail de vérification. Et ça peut être un travail gigantesque. Pour revenir sur juste les images d'archives, sur ce petit projet-là, en fait, il y avait eu un passage dans plusieurs outils d'IA, et donc effectivement, lorsqu'il a fallu, j'ai envie de dire, dérouler les différents outils, il a fallu aussi à chaque fois aller regarder quelles étaient les licences qui étaient accordées. Est-ce que justement il y avait effectivement une autorisation de réutiliser le contenu, l'output, est-ce qu'il était exclusif ou pas? Donc la réponse c'est qu'il n'est jamais exclusif. Donc on va avoir aussi des questions, on va se tirer les cheveux sur les notions d'exclusivité ou pas. Voilà, donc il y a des points de vigilance à toutes les étapes. Là, sur la partie droite, vous le voyez pas très bien, mais en fait, c'est un document que moi j'avais fait pour aider une production, où en fait c'était un document de déclaration d'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour des archives, où en fait voilà, on identifie quelles sont les archives utilisées, quel a été le chemin qui a été pris. Alors, vous aviez une question? Oui, parce que par exemple, aujourd'hui, les logiciels d'étalonnage ou de montage utilisent l'IA. Alors, est-ce qu'on doit le déclarer et tout ça? Enfin, voilà, alors, c'est sans fin. C'est sans fin. Alors, je pense que effectivement, dans un premier temps, on va se dire que oui, on va le déclarer parce qu'il va y avoir un processus de, on va le déclarer. Maintenant, attention, dans justement les guidelines donc émises par Netflix, à un moment, je sais plus comment c'est noté, mais c'est bien indiqué que faut pas non plus les envahir avec. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir évidemment un arbitrage, enfin des arbitrages qui vont se faire. Mais oui, j'ai envie de dire, c'est vrai que théoriquement, on devrait être tenu de les informer de tous les outils utilisés. Mais je pense que ça va, avec le temps, s'affiner. Est-ce que tu as fini, Lucie? Alors oui, j'ai fini en tout cas sur la présentation, les deux focus. Voilà. Déjà. On va prendre une question. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Pour rebondir sur la question précédente, ça fait très longtemps que l'industrie des VFX manipule les images avec des techniques qui sont de plus en plus complexes et intégrées et numériques. C'est des fois très difficile de détricoter qu'est-ce qui a été fait comment. Donc est-ce qu'il n'y aura pas, déjà première question, un effet boomerang par rapport à une prise de conscience de la manipulation générale d'images ou de sons? Et est-ce qu'il y a une différenciation entre l'IA Gen et le machine learning? Parce que ce qui était décrit, c'était plutôt des process de machine learning qui aident des process existants, mais sans forcément faire de la régénération. Est-ce que dans le droit, il y aura une différenciation ou ça va rentrer dans la même catégorie générale? Merci. Alors, beaucoup de choses. Donc oui, effectivement, je pense que en l'occurrence, on découvre en tout cas certains usages, mais en tout cas ils existent depuis longtemps et il n'y avait aucune, j'ai envie de dire, remarque particulière. Après, ce qui se passe, c'est que comme on est sur des questions de responsabilité et que on sait tous que lorsque l'on fournit un contenu à un client, contractuellement, on est généralement tenu d'apporter une garantie que le contenu il est exemple de tout plagiat ou de toute reproduction, on va dire, de contenu non autorisé, qu'on doit y apporter des garanties. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on a une sorte de réaction en chaîne où on vous demande aujourd'hui de garantir, de surgarantir, etc. Donc, je pense que ça va à un moment ou à un autre, effectivement, il va y avoir du tri. Après, effectivement, aujourd'hui, on est là sur un règlement qui est prévu de manière très large et qui, justement, va
les outils qui vont être pris par la suite. Il y a en tout cas un bureau de l'IA qui était prévu pour, on va dire, justement expliciter ce que le règlement impose. Il y a des retards qui sont pris, il y a eu un rétropédalage aussi parce qu'à un moment on a critiqué l'Union européenne en disant qu'il y avait beaucoup de régulation alors que nos concurrents, notamment américains, eux, en tout cas n'en ont pas, et qu'il fallait rééquilibrer. Donc il y a une sorte de petit frein qui a été mis, mais évidemment qu'on va arriver à avoir un affinement, on va avoir des outils, on va avoir des textes qui vont venir préciser les choses, distinguer entre effectivement ce qui est de l'ordre du machine learning, de ce qui est génératif, de ce qui est effectivement ce qui rentre dans le règlement, et voilà. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Alors juste pour donner un petit éclairage là-dessus, au sujet de l'intelligence artificielle, elles sont classifiées en gros entre l'intelligence artificielle analytique et celle dite générative. Et donc si tu prends l'exemple des VFX, par exemple, si, imaginons, hier j'étais à Creative Machine, on a fait une petite présentation avec Stéphane Donikian d'un projet qu'on est en train de monter ensemble. Il a voulu expliciter un petit peu ce truc-là. Donc il a montré une image, imagine un plan hélico, plongée totale sur une voiture vue de dessus. Tu veux effacer la voiture, eh ben, avec du deep learning seulement, et uniquement ton rush, on peut faire un apprentissage pour remplacer avec la route que tu as dans l'image, dans le plan qui déroule, et effacer la voiture. Et sur un autre exemple, on a un plan où on veut effacer carrément un personnage qui se trouve devant une voiture aussi. Et il cache la roue de la voiture, le personnage s'en va. Non, le personnage reste, et on veut l'effacer. Et donc du coup, là, pour remplacer la roue de la voiture et mettre un angle lever, il faut interpréter ce que c'est la voiture. Et donc là, du coup, tu peux uniquement utiliser des modèles génératifs. Et eux, ils ont été entraînés sur d'autres images existantes. Et c'est là la grosse distinction entre les deux, parce que du coup, pour entraîner ce modèle-là, tu as besoin de matière, et cette matière, la plupart du temps, les modèles que tu utilises, ben, en fait, elles ont été entraînées sur tout et n'importe quoi, dont des œuvres protégées. Et là, ça pose un problème. Voilà, en gros. On prend une dernière question, et puis comme ça, après, on passe à Étienne. Ouais, bonsoir, merci. Juste une question sur les scénarios, et à la fois par rapport à ce que tu disais justement entre le génératif et l'analytique. Quelle jurisprudence et quelle obligation de mention sur l'écriture du scénario assistée par IA, par scénario ou peu importe autre, et quelle jurisprudence sur l'usage de l'IA pour analytique, pour en tant que technicien, pour dépouiller un scénario ou autre, effectivement, on travaille avec une IA X ou Y, spécialisée ou pas spécialisée, sachant que, du coup, on injecte dans le cloud un document qui est protégé, mais voilà. Alors, il y a plein de questions juridiques dans les questions. On va avoir des sujets effectivement aussi de données personnelles, d'hébergement. Ça, c'est clair qu'on on en est qu'aux prémices aussi. Pour revenir à la question, on n'a pas forcément de jurisprudence encore là-dessus par rapport au texte ou au scénario. Aujourd'hui, on a par contre des accords qui sont pris avec les sociétés de gestion collective en France dans les contrats entre les producteurs et les scénaristes, en tout cas, réglementer les usages. C'est la même chose aux États-Unis avec les accords SAG. Donc, pour le moment, si vous voulez, il n'y a pas de cas de figure particulier qui est venu se positionner sur cette question-là. Alors, par contre, on peut se dire, pour revenir, il va y avoir des obligations parce qu'en fait, c'est vraiment sur toute la chaîne. En fait, en tout cas, le règlement européen, ce qui vise, c'est vraiment du fournisseur au client final. En tout cas, chacun avec un statut particulier et des obligations différentes, mais aura à rendre compte, à être transparent et à permettre une traçabilité. C'est-à-dire qu'on va faire aussi des sortes de chaînes de droit où on va devoir remonter et s'assurer que par quel outil c'est passé, par exemple, est-ce que c'est passé par tel outil pour améliorer l'écriture ou pas. Donc on va avoir ça s'appliquera en tout cas pas que à l'image, voilà, aussi au texte. Ouais. Ah oui. Alors, la question exactement, c'était quelle possibilité ou impossibilité, justement, pour un technicien, un assistant, un régisseur, un directeur de production ou autre, qui va travailler avec une IA en injectant le scénario pour le dépouiller, pour travailler sur un plan de travail, un dépouillement, un devis, etc. Et est-ce qu'il y a une possibilité, une impossibilité des contraintes juridiques
sachant que le scénario est protégé et par le droit d'auteur d'un côté et aussi propriété de la production de l'autre. Oui. Alors là-dessus, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir des pratiques ou des usages qui vont se diffuser de, en tout cas s'il est employé, l'employeur va imposer dans des chartes ou dans des règlements intérieurs ou même dans des contrats de travail. Moi, par exemple, on m'interroge aujourd'hui en me disant est-ce que je peux, dans un contrat de technicien ou dans un contrat d'un administratif de production, indiquer qu'il s'interdit de faire usage d'une IA ou il ira utiliser tel et tel outil référencé. Donc, on va arriver sur de la contrainte plus que de la liberté, mais en même temps, c'est vrai que pour le moment, en tout cas, tant qu'on a des outils qui sont pas forcément toujours bien, notamment pour des questions comme celle de souveraineté des données ou de, en tout cas, de qualité ou de labellisation des outils, ça peut permettre d'éviter des mauvaises surprises où on se retrouve avec effectivement un scénario ou un texte ou un dépouillement ou une image qui est passée dans un outil où finalement on s'aperçoit que on n'a rien, on n'a pas les droits, ou bien que effectivement il peut y avoir, de toute façon il y aura toujours des risques. Hein. Voilà, il n'y a pas zéro risque. Merci Lucie. On va passer la main à Étienne. Tiens, voilà. Bon, voilà. Bon, je m'appelle Étienne Mineur. Voilà. vous tapez mon nom, vous me trouvez facilement sur le net. Je suis aussi bavard en vrai que sur le web. Et oui, il y a 4-5 ans, en fait, j'ai commencé à travailler sur ces IA à cause de copains ingénieurs chez Yacose qui m'ont dit tu devrais regarder quand même. Je rigolais, puis en fait ce qui s'est passé c'est que juste en 2 secondes, voilà, ça c'était en 2021 sur les outils de Google Colab, ça mettait 45 minutes pour faire cette. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette image, portrait d'une femme rousse, ça mettait 45 minutes pour faire cette image bizarre. Puis 6 mois plus tard, il y a un truc, c'était les versions alpha de Midjourney qui arrivent, c'est là où j'ai fait ah ouais quand même, il y a eu des effets. L'année suivante c'était ça. Suivant que l'année suivante, c'était ça. Puis actuellement, on est là en 2 secondes. Hein. Même c'est du temps réel actuellement. Hein. Il y a des nouveaux outils qui sont sortis. Là, on est en temps réel sur les outils chinois qui sont assez hallucinants. Alors, vous avez vu mes petits exemples. Je fais des jolies jeunes filles parce que c'est beaucoup plus facile. Dès que vous faites dans des domaines différents, un peu plus originaux, c'est extrêmement beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je suis contre le maître de fait IA. Je mettrais plutôt effet numérique ou retouché en numérique, parce que dès qu'on dit IA, les gens pensent que c'est facile. C'est exactement le contraire. Alors ça, je peux vous le dire. Moi, je travaille vraiment avec des agences dans le domaine graphique et tout. C'est extrêmement compliqué d'arriver à une image très précise pour un photographe, pour quelqu'un qui fait des effets spéciaux. Je sais pas, dans votre domaine, quand vous voulez vraiment un niveau professionnel, c'est extrêmement compliqué. En fait, dès qu'on sort de l'heroic fantasy en illustration ou du manga, ou du Marvel, si vous faites du Marvel, honnêtement, faites autre chose. Enfin, je dis comme ça, tant mieux d'ailleurs. Et c'est pareil pour la musique. Tous ces domaines qui sont mainstream, en fait, sont très inquiets. C'est pour ça que d'ailleurs, tous ces gros, entre guillemets, sont très inquiets. Parce que moi, j'ai un fils de 16 ans, il se fait ses films de Marvel dans son coin, il rigole beaucoup pour s'amuser. Mais honnêtement, quand vous regardez le résultat, je fais, en fait, c'est pas mal, en fait. C'est du copier, c'est du plagiat, il n'y a aucun problème. À 16 ans. Puis c'est pour lui et ses potes, voilà. Mais c'est très, très impressionnant quand même. Pareil, en musique, j'ai un copain hier musicien qui m'a appelé, musicien professionnel qui a 65 ans, qui m'a dit, il m'a appelé parce qu'il était un ingénieur, il fait de la musique de film, un réalisateur, lui dit, tiens, j'ai fait une petite maquette pour te donner une idée. Il était en mode, alors il m'a dit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'idée, mais techniquement, là il parlait juste techniquement, il dit, j'étais très impressionné des progrès des 6 derniers mois juste, parce que là il a des bonnes enceintes pour écouter, voilà, donc il y a vraiment un truc très impressionnant. Alors juste pour revenir avant mes jeunes filles, il y a un truc assez étonnant, bon je pense que vous êtes au courant, mais moi j'en ai marre des journalistes là qui n'arrêtent pas de parler de ChatGPT dans le domaine de l'IA, c'est la Chine. Cherchez pas, c'est la Chine, surtout vous dans le domaine de l'audiovisuel, c'est 99% des Chinois, c'est simple. Alors derrière, c'est Alibaba, c'est TikTok, c'est ces grands, on va dire, GAFAM chinois. Et c'est intéressant, j'ai trouvé ce document, qui est un document très sourcé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont qu'en 2022 et pas encore 2025, c'est tous les doctorants en recherche mathématique dans le domaine de l'intelligence artificielle, et qui font des publications. C'est pour ça qu'il y a un délai. Il y a encore, vous voyez, en 2019, ils étaient 30% de Chinois. En 2022, 50%. On estime qu'il est à 60 à 65% actuellement. Et sachant qu'en plus, avant, la moitié travaillait aux États-Unis. En ce moment, ils reviennent tous en Chine, parce que d'abord, le gouvernement chinois leur dit, vous revenez. Et en plus, en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai des amis aux États-Unis, si vous n'êtes pas citoyen américain, c'est pas très welcome en ce moment. Mais même avant, c'était pas ça. Donc actuellement, c'est simple.
la Chine domine, mais largement, largement. Alors moi, je suis, grâce aux IA, les blogs, les forums chinois, c'est assez rigolo de les voir parler en disant, mais on ne comprend pas pourquoi OpenAI est valorisé des milliards, alors que nous, non. Sachant qu'on est meilleur qu'eux et on dépense beaucoup moins d'énergie qu'eux en plus. Voilà, donc c'est assez drôle, ils attendent que... Voilà. Alors c'est pas du tout c'est une bulle économique aux États-Unis, pas du tout une bulle scientifique. Techniquement, ça va extrêmement vite, il y a des bases très très solides, mais économiquement, là, ChatGPT, enfin OpenAI, on va dire, font vraiment dans le genre n'importe quoi, c'est assez impressionnant. Pareil, si vous, je pense que vous connaissez, mais si vous voulez aller, il y a un endroit qui est bien pour les IA, c'est Hugging Face. D'ailleurs, c'est fait par des Français. C'est l'endroit, une sorte de GitHub, c'est l'endroit où tous les modèles mathématiques open source sont déposés, que vous pouvez tester librement, sachant qu'actuellement, il y en a entre 10 000 et 25 000 par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a un an, c'était 10 000 par semaine. En ce moment, ils sont à 25 000, 30 000, sachant que 75% sont chinois. Alors bien sûr, pas tous dans le domaine visuel ou sonore, dans plein de domaines. J'ai fait une capture d'écran tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 2 769 440 modèles disponibles. D'accord ? Donc, c'est pas un petit truc. Alors bien sûr, vous en enlevez 2 millions qui sont obsolètes, mais il en reste quand même 700 000 disponibles. Moi, j'ai fait le calcul. Je travaille avec 30 IA modèles différents actuellement. Alors que je ne suis pas du tout à chercher le grand truc, mais comme tout à l'heure posé la question, si on commence à détailler son process de travail, moi j'utilise des systèmes comme Wavy, vous devez connaître des nodes, c'est-à-dire des systèmes où on agrège des IA les unes d'entre elles, parce qu'il n'y en a pas une qui est magique, mais c'est comme tous les outils de post-production, il n'y a pas un seul plugin ou un seul truc comme ça, on les agrège, d'où la problématique d'arriver à tracer tout ça, c'est très compliqué, et en fait, pardon ? Ouais, voilà, c'est Config.ui en plus facile. Voilà, voilà, Config.ui, enfin, moi je vois avec mes étudiants et tout, c'est ah ouais, quand même, voilà, voilà, il y en a plein maintenant, tous s'y mettent en fait, les agrégateurs, Créa et compagnie. Moi, je me suis fabriqué le mien, comme ça, c'est plus simple. Voilà, mais pour mon cerveau à moi, comme ça, beaucoup plus limité. Voilà. Alors, Config.ui, ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qu'on appelle nodal par des nœuds où vous pouvez, on va dire, agréger, mettre à la queue leu, entre guillemets, des modèles différents et chacun a une spécialité. Voilà, d'accord. Alors, rapide, bon, ça, on l'a montré, tac, tac, tac. Alors, là, il y a quand même une petite révolution. Alors, je parle surtout pour les graphistes qui, quand même, cet été, on a pris un grand coup derrière la tête. C'est les nouveaux modèles, grâce aux Chinois, une fois de plus, c'est des algorithmes chinois qui sont arrivés, mais Google les a réadaptés. C'est que tout d'un coup, il y a pas longtemps encore, on parlait beaucoup de Midjourney et compagnie, moi j'adore, c'est mon préféré toujours, je crois qu'il est tatoué ici, mais non, parce qu'il est fou, c'est ça qui est génial, c'est que justement on n'a pas de contrôle, on a très peu de contrôle. Là, tout d'un coup, on a les gens un peu plus sérieux, donc c'est Seedream, les Chinois, Midjourney, ChatGPT, beaucoup d'autres. Là, vous voyez, c'est une vraie image que j'ai volée sur Internet. J'ai tapé moodboard fashion, et là, j'ai vraiment écrit en français, dessine-moi une image photoréaliste avec une femme habillée comme ça, et ça, c'était fait en septembre, vous voyez, et ça, c'est vraiment tout nouveau, sachant que c'est fait il y a 6 mois. C'est vraiment un passage de nouveaux types d'algorithmes qui permet d'avoir une compréhension beaucoup plus fine au niveau sémantique, alors qu'avant, ceux qui ont travaillé avec les IA au niveau des images, enfin, dites, bon, je mets un nuage, puis vous priez, quoi. Voilà. Moi, comment dire, en Suisse, moi, j'enseigne à la Aide à Genève, ils disent une invocation, je trouve ça très bien. J'invoque. Et après, on verra. J'invoque une IA qui hallucine. Voilà. Puis après, au moins, on met pas trop voilà. On n'est jamais déçu. On dit, bon, on verra bien. Voilà. Actuellement, on est très, très précis. Et là, si je dis, je la veux de profil et de dos, je l'ai exactement comme il faut. C'est tout bête, mais l'échelle de la bague est au doigt. C'est tout bête, Elle n'est pas dans le nez, elle n'est pas dans les yeux. Le sac est à peu près cohérent. Enfin, tout est très cohérent. Et pareil, pour des dessins, ça, c'est vraiment génial. Enfin, quand je dis génial, pour quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec ces IA, qui hallucinait beaucoup, c'est qu'il comprend les annotations. Vous voyez, là, j'ai juste dit, tiens, à partir de ces notes, tu me fais un dessin photoréaliste, une image photoréaliste. Et ça, c'était il y a 3-4 mois. Maintenant, on arrive beaucoup plus précis, on est encore plus précis. Puis là, pareil, je lui dis, tu peux me faire une petite vue du dessus. Si je lui avais dit que j'avais un rooftop avec un petit barbecue, il m'aurait fait un petit barbecue. Alors, style californien, parce que ça, c'est fait avec VO. Vous avez dû voir toutes les IA, je ne vais pas parler là-dessus, mais en toutes des biais algorithmiques. Vous savez, il y a 2 ans, par exemple, toutes les IA chinoises ne pouvaient pas faire de blond. C'était rigolo, parce que tous les gens... le corpus était basé, j'imagine, sur les trombinoscopes de toutes les écoles ou les boîtes chinoises. Statistiquement, voilà, il y a très, très peu de blond en Chine. Voilà. Donc, actuellement, ça a été réglé. C'est comme l'histoire des 6 doigts. Moi, j'ai des copains qui me disaient, ouais, rigolez pas trop les graphistes, parce que je me moquais des 6 doigts. Vous savez, c'est des doigts compliqués. C'est qu'un problème. On est des ingénieurs, des mathématiciens, on va résoudre le problème.
Je pense que c'est réglé. Maintenant, c'est dur même de faire un 6e doigt. Hein, c'est pour tout vous dire. C'est le contraire. Pareil, ça c'est assez intéressant. En 2024, c'était au niveau de là, c'était juste vélo Tour de France, hein, le prompt en gros. Ça faisait ça. Alors moi, j'adore ce genre d'image. Hein, moi, je trouve ça très très bien. C'est celle que je préfère. Je suis une nostalgie d'il y a un an, moi. Voilà. Alors, vous voyez, c'était très compliqué. Le vélo, par exemple, c'est très compliqué parce qu'on a ce mélange être humain, physique et du vélo. Mais bien sûr, il ne sait pas que pédaler, à quoi correspond pédaler, que ça veut dire tourner. Voilà. Le mélange mécanique, par exemple, faire une horlogerie de montre, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'a aucune notion de physique. Voilà. Bon, j'ai tapé le même prompt à Noël, ça fait ça. Voilà, avec VO. Ça, c'est avec VO. Alors, il y a 2 maillots jaunes. Bon, voilà. Mais sinon, voilà. Et en plus, je vous ai pas mis le son, mais en plus, il me fait un commentateur en français qui commente avec tous les clichés qu'on a sur la voix. Pareil, ça, c'est Midjourney. Hein. Ça, c'est des mangas faits au Japon. C'est des séries hein, qui sont faites entièrement en IA. Alors quand je dis entièrement, il y a des storyboarders, il y a des réalisateurs, il y a des cadreurs, j'imagine. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a des caractères designers et tout, sauf qu'ils ont utilisé un outil IA. C'est pour ça que je suis plus pour dire des outils numériques. Voilà. Et voilà, ça c'est avec Niji. C'est une version de Midjourney qui a été entraînée beaucoup sur des mangas. Alors, c'est facile à faire ça. C'est comme mes jolies jeunes filles de tout à l'heure. C'est parce qu'on est dans des normes très précises, on est dans des cadres. Hein. Dès qu'on sort sur des choses beaucoup plus complexes, moi je vois ça avec mes étudiants, et d'ailleurs c'est intéressant parce que les étudiants en école d'art sont obligés de se radicaliser, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir comment dire, alors c'est dur à 18 ans ou 20 ans d'affirmer un style graphique très très fort et très original, parce que sinon en face de ça, on a ce genre de choses. Pareil, ça c'est nos amis d'Xfield, hein, c'est les mecs du Kazakhstan. Hein, y a une grosse boîte au Kazakhstan qui s'amuse. Alors eux, au niveau des droits d'auteur, c'est un peu la fête. Hein, voilà. Et ils leur ont vraiment dit, venez nous chercher. Je ne sais pas si vous voyez où est le Kazakhstan, c'est juste en dessous de la Russie. Le territoire est grand comme l'Europe, hein, en superficie, c'est grand comme l'Europe, voilà. Et en plus, ils se sont amusés à refaire ils n'ont pas aimé le dernier Stranger Things, alors ils l'ont refait, mais avec des acteurs autres, alors américains bien sûr. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous suivez ça. Alors c'est sur Twitter malheureusement, parce que tout se passe sur Twitter, sur les IA, beaucoup. C'est vraiment Hollywood va mourir. C'est vraiment un leitmotiv. Alors, cette boîte est très protégée puisque c'est la première licorne du Kazakhstan. Donc, le gouvernement est à fond derrière. Ouais, je rigole, je regarde toujours qui est derrière, en fait, et comme c'est la seule licorne, ils sont très protégés, à la fois, j'imagine, financièrement et au niveau des droits, voilà. Donc, voilà. Alors, actuellement, pour résumer, je vais très, très vite. On a nos amis de Midjourney. Je mets Midjourney, mais il y en a plein d'autres, hein, qui sont des systèmes qui sont vraiment basés sur la diffusion et qui hallucinent et qui sont géniaux pour juste la direction artistique des tendances. Puis après, on a les moins drôles, mais beaucoup plus précis. Hein, donc, en gros, il n'y a pas de concurrence. C'est que ces modèles sont tout à fait, complémentaires. Ça, c'est dans le domaine image fixe. Et on a pareil actuellement. Seedream 2, non, c'est quoi? Seedance 2 est arrivé en Europe. Voilà, enfin. Alors, sinon, il fallait passer par des VPN à Hong Kong. Enfin, c'était compliqué, voilà. Voilà. Petit truc sur la consommation d'énergie aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle plutôt. Alors ça consomme de l'énergie, beaucoup pour l'entraînement, mais sur l'inférence, donc l'inférence c'est quand vous promptez, ça c'est les nouveaux modèles de Google et des algorithmes chinois. C'est intéressant parce que là on a une baisse drastique depuis 2 ans de 50 à 300 fois pour la même demande. Attention, le problème c'est qu'on est beaucoup plus à être dessus et on demande des choses beaucoup plus complexes. Mais en gros, Nano Banana Pro 2, pardon, le dernier qui est sorti, qui est vraiment extrêmement intéressant en image fixe, hein, dépense que 0,24 Wh par image, hein, qui est vraiment très 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 peu. Hein, il y a encore, c'est presque comme une recherche Google sans IA. Hein, c'est très très bas, hein, vraiment extrêmement bas. Google a sorti, je suis pas du tout payé par Google, mais je suis très impressionné par Google, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient un peu les ringards de l'IA. Hein, voilà, ils ont remis tout ça en marche et surtout, ils sont en open source. Alors, open source, mais ça marche que sur leur serveur. Bon, c'est de l'open source, mais ça marche que sur ma machine. Enfin, voilà. Mais ils développent vraiment des TPU. Bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais en tout cas tout un écosystème qui est vraiment open source et surtout basé sur l'économie d'énergie. Alors, à mon avis, ils veulent garder l'abonnement à 20 € et si ça leur coûte moins cher, hein, tant mieux. Mais c'est intéressant parce que quand on voit ChatGPT, qui eux, c'est le contraire, hein, n'en ont rien à faire. Sont à 15 à 20 Wh juste pour du texte, hein, dans le deep thinking. Et ça, c'est pour mes chers étudiants qui sont très genre attention, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà, un jeu vidéo sur PC, c'est 450 Wh. Un gros PC, hein, énorme, hein, ça c'est 1000 Wh. Et moi, sur ma console PlayStation ou Netflix, hein, c'est 210 Wh. Et juste, si vous roulez 1 heure sur votre Tesla à 130 km/h, ça fait 23 400 Wh, ce qui équivaut à
Je n'ai pas fait autant d'images en 5 ans. Voilà, ça fait 100 000 en gros images, hein, générer 100 000 images. Hein, c'est juste pour montrer. Voilà. J'ai enlevé la partie CO2 et compagnie parce que ça dépend totalement de l'endroit où se trouvent les serveurs. C'est pareil pour la consommation d'eau. Par exemple, ce que m'a expliqué un chercheur m'a dit, si tu es aux États-Unis, par rapport à la France, c'est 20 fois plus de carbone émis parce que nous, on est très nucléarisé. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis ça là-dedans parce qu'il m'a dit, souvent, on met l'eau en face, voilà. Il me dit, ça dépend de l'endroit où est le serveur. Donc, d'ailleurs, ça serait même un truc intéressant pour les IA, suivant l'endroit où elles sont, de dire, ben voilà, si on est en France, Allemagne, c'est 10 fois plus que la France. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est vraiment c'est des choix politiques à un moment donné, il y a 20 ou 30 ans, qui ont des répercussions là, vraiment là. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait avec, et puis après, je vous montrerai l'évolution. Donc moi, la manière dont je travaille, c'est que j'aime bien l'IA, mais là, c'était pour une pochette d'un disque de jazz punk, on va dire. Et alors, c'était assez rigolo parce que, vous voyez, moi, je me sers de l'IA beaucoup comme matière première qui va me générer j'avais toute une histoire de poissons et compagnie. Et vous voyez, je les imprime, je les coupe, je les colle, je voulais des trucs déchirés, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de simuler le côté un peu punk, papier déchiré avec une IA. Je dis, en fait, c'est un peu idiot, parce que j'ai du papier, j'ai une imprimante, j'ai mes doigts, j'ai mes colles, je la colle, c'est très rigolo de déchirer du papier, voilà. Donc moi, je l'utilise plutôt comme ça c'est un exemple. Et après, bien sûr, je refais mon travail de graphiste, je refais la mise en... Là, tout est généré par IA, même les textes, mais tout est remis en scène, on va dire, par un humain. Voilà. Et après, la colorimétrie aussi, tout. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas trop de problème de droit d'auteur. Voilà, parce que là, par exemple, pour le suivi de mon projet, savoir la manière dont j'ai travaillé, là, voilà, je peux montrer tout de A à Z. Voilà. Un autre projet. Là, il y a un truc qui m'amuse beaucoup. Moi, je suis typographe de formation. Et s'il y a un truc où elles sont nulles, les IA, c'est la typo. Mais elles sont nulles à un point. Alors, attention, toute personne que j'interviewe dans son domaine dit à chaque fois, ah non, c'est nul pour faire du dessin. Oui, non, par exemple, c'est génial pour faire du dessin. Par contre, en musique, c'est nul, sachant que c'est un musicien qui parle. Moi, je suis plutôt typographe ou graphiste. Je dis, ah non, l'IA, elle est incroyable pour faire la musique. Je disais, par contre, elle est nulle pour la typo. Donc, attention, il faut modérer les propos, parce que je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois, dès que vous êtes spécialiste d'un domaine, vous dites, en fait, non, enfin, voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas en tout cas au niveau auquel je suis. Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé, moi, justement. Je me sers beaucoup pour les IA de ce côté complètement fou. C'est pour ça que j'aime bien Midjourney, où j'ai très peu de contrôle. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'après, c'est le choix. Moi, en tant que designer, ma partie créative, on va dire, où là, on peut dire qu'il y a une patte là-dedans, c'est le choix. Pourquoi j'ai pris ça là et pas une autre? Voilà. Et ça, je peux le défendre. S'il faut. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est un poster. Ça, après, je me suis amusé, c'est de faire des choses, en fait, en 2022. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo quand même. J'ai toujours voulu faire des polices de caractère avec de l'eau, ou de la crème chantilly, ce qui est un échec. Enfin, vous savez que vous allez passer une semaine, ça va être rigolo, mais à la fin, bon, allez, j'ai déjà essayé, c'est pour ça. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA me permet de me tromper très vite. C'est-à-dire que ça m'a pris 20 minutes. C'est pas très grave. Et là, actuellement, pareil, en ce moment, je vais en parler à la fin sur le vibe coding. Moi, j'ai tous les gens, en gros, de mon âge ou un peu plus jeunes, graphistes qui ont travaillé dans la techno, je veux dire, dans le numérique. On s'éclate actuellement parce que toutes les idées qu'on avait, on peut le faire. Voilà. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors, ça veut pas dire que c'est bien. Attention, d'ailleurs, ça, j'en ai rien fait. Voilà, c'est pas ça. Ça, là aussi, voilà. Mais c'est des essais, juste des explorations. Mais c'est pareil pour le son. Hein. J'ai un copain musicien qui m'a dit, c'est génial. Moi, je fais, mon copain Jean-Jacques Berger, qui fait plutôt du free jazz, là, il avait une cantatrice virtuelle. Il s'éclatait. Parce que tout d'un coup, il n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir faire un opéra. J'ai 50 violons. Alors, il y a des plugins pour ça en musique, mais là, il allait très très loin juste pour tester, pour expérimenter. Voilà. Là, je vais assez vite. Moi, j'aime beaucoup le quiproquo. Par exemple, là, juste, je reviens sur celle-là. C'est marrant, j'avais utilisé la couleur corail. Et il y a eu un quiproquo entre la couleur et l'animal, le corail. Voilà. Et ça, je l'ai gardé. J'ai fait, mais ça, c'est bien. Voilà. Et souvent, c'est l'accident heureux ou les choses comme ça. Et c'est très, très dur à faire, par exemple, une image de synthèse ou des choses comme ça, l'accident heureux. Les IA, on retrouve ça. C'est ça que j'adore, moi. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé mes études, j'étais à la photocopieuse, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, j'ai l'impression d'avoir 18 ans, c'est génial. Voilà. Non, mais tout d'un coup, vous voyez, la photocopieuse, vous avez bougé le truc. Mais en fait, c'est pas mal, c'est raté, mais c'est vraiment cool. Voilà. Et voilà. Donc là, j'en ai fait plein. Pareil, je me suis amusé là, c'était il y a 3 ans. À commencer à faire des animations qui n'étaient pas possibles. En tout cas, moi, techniquement, je ne pouvais pas le faire, ni en synthèse, ni autrement. Donc, je m'amuse comme ça. Voilà. Ça, c'est un exemple assez rigolo. Donc, c'est pour la couverture. Donc, je travaille pour la Volt, par exemple. C'est un super éditeur de science-fiction contemporaine. Et là, il y a Sabrina Calvo. Alors, c'est une super amie. Et elle me force à faire, là, tout ce que vous voyez, c'est fait à la main.
D'accord. Et elle me connaît, elle m'a dit, je veux absolument que tu fasses ma couve, mais je veux que tout soit fait à la main. Ok, bon. Alors je vais pas l'aquarelle, à l'acrylique et tout. Puis à un moment donné, la pochette, je dois me déplacer, la pochette, il n'y avait pas cette silhouette. Et elle nous plaisait, mais elle était trop décorative. Et puis, pour tout vous dire, c'est toute une histoire avec une silhouette non binaire, voilà, qui se promène là-dedans. Puis à un moment donné, je lui dis, tu veux pas qu'on le mette dans une IA? Elle me dit, oh non, oh là là, quelle horreur. Et puis j'essaye, et puis je tape silhouette, et tout d'un coup, cette forme apparaît. Et Sabrina et moi, on fait, ah, en fait, elle est pas mal, parce que ça correspondait vraiment à ce qu'elle avait dans la tête. Et justement, une silhouette, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est quelque chose avec une couleur étrange. Mais en fait, c'est marrant, on l'a gardé. Alors, pour tout vous dire, il y a du remontage Photoshop et compagnie, hein, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment ce travail mixte qui m'intéresse. Voilà. Et puis après, je me suis amusé à générer toute une police de caractère avec cette forme et après de l'animer entièrement. Voilà. Pour tout vous dire, c'est devenu un générique aussi pour quelqu'un qui fait de la musique contemporaine et qui projette ça. Voilà. Il y a tout un alphabet comme ça pendant les concerts. Voilà. Donc après, là, je me suis amusé, moi, pas mal sur des. J'ai eu la chance de travailler, par exemple, pour Issey Miyake, un grand couturier japonais, il y a 20 ans. Hein. Et en fait, je me suis amusé en mélangeant des références d'Issey Miyake et des fleurs, voilà, et des choses comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Là, je vais vite. Hein, voilà. Là, c'est la Badaboom. Voilà, je me suis amusé à. Voilà, des choses que j'avais en tête. Donc ça, vous voyez, c'est des expériences graphiques et typographiques parce que, c'est des trucs que j'ai en tête. Alors je commence toujours par des brouillons et des dessins à la main, tout le temps. Je me force. Alors je sais pas vous, mais même par exemple, je suis en train d'écrire un petit scénario en ce moment pour un petit jeu. Je me force à faire à la main parce que de toute façon, sinon l'IA elle est trop forte. Je veux dire, elle est plus forte que moi et elle va m'entraîner. Enfin moi, c'est le retour que j'ai. Si j'ai pas des idées bien claires avant d'ouvrir, qui vous voulez, Gemini, Claude ou comment dire, si j'ai pas les idées bien claires, je me fais emporter. C'est comme quand vous discutez avec quelqu'un qui est beaucoup trop intelligent que vous, beaucoup plus cultivé, on va dire, et qui va dire, vous pouvez dire que oui, par exemple, discuter avec un historien sur son domaine de prédilection, oui, ça va être compliqué. Voilà, et ça, ça c'est là, par exemple, moi je travaille beaucoup, pour tout vous dire, je travaille beaucoup sur le papier, le pliage et tout, et ça, par exemple, à partir de ces photos, ça a généré ce genre de choses. Voilà. C'est à partir de ce genre de choses où là, après, je me suis amusé. Là, c'est une horloge, pour tout dire. Là, c'est des lettres, mais j'ai fait toute une suite de lettres. Voilà, ça c'est plein d'autres. Ça c'est pour une pochette de disque aussi, où c'est ce mélange justement rugueux, pixels un peu qui bougent, mélanger des formes molles et des formes, comment dire, beaucoup plus géométriques. Voilà. Alors, combien de temps il me reste? Je vais très très vite. Ça, c'est un super projet que j'ai fait encore avec ma super copine Sabrina Calvo et Nicolas Novak, un grand anthropologue qui est malheureusement décédé l'année dernière. Et ça, c'est un projet alors je vais très vite, c'est Chamonix en 2100. C'est un vrai travail, hein, c'est une thèse à la base, un chercheur, Nicolas Nova. Et c'est devenu un jeu, une sorte de jeu de rôle. Mais Nicolas a écrit de moins 4000 à plus 2100 toute l'histoire des Alpes, en fait. Sauf qu'à partir de 2023, il faut inventer. Tout le texte est fait à la main, avec un cerveau. Par contre, moi, pour l'image, Nicolas m'a dit, mais tiens, il m'a vu que je bidouillais un peu avec les IA. En fait, il m'a donné l'adresse d'un corpus libre de droit d'images, d'illustrations. Je crois qu'il y en avait plus de 5000 images, alors beaucoup de gravures et de peintures du 18e et 19e siècle. J'ai entraîné, alors pas sur les 5000, j'ai fait une sélection de 500. J'ai entraîné, ça s'appelle un LoRa, un modèle que là-dessus, et c'était vraiment super intéressant. Alors après, moi, ça c'est fait à la main, c'est du bidouillage fait du collage, vous voyez, plein de collages comme ça. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, ça c'est une chapelle, à quoi pourrait ressembler une chapelle en 2080, sachant qu'on lui a donné des contraintes. Tu ne peux pas utiliser de béton, tu ne peux utiliser que de la roche que tu trouves, et surtout, il ne connaît pas la photo, il connaît que la gravure. Et ne sait pas ce que c'est qu'une antenne, ne sait pas. C'était super intéressant. On a fait exprès d'entraîner un modèle qui a été bridé, qui s'est arrêté fin 19e. Et nous, on lui parlait du 22e siècle. Voilà. Et donc, c'était vraiment super intéressant de faire ça. Et donc, ça c'est un centre de calcul de Google, parce qu'il n'y a pas de spoil, il y aura beaucoup moins de neige, mais beaucoup d'eau dans les Alpes. Donc, ils ont imaginé beaucoup de systèmes au niveau de tout ce qui est hydraulique. Ça, c'est plein de choses. À quoi va ressembler les assiettes? Ah oui, alors juste petit truc drôle. À un moment donné, dès qu'on mettait science-fiction au futur, ils nous mettaient des gens avec des armes. Ben non, en fait, c'est un futur parce que l'IA, dès que vous dites science-fiction ou 2080, des choses comme ça, est totalement imbibée de la science-fiction nord-américaine qui est très années 50 et très militariste, en fait. Et justement, nous, on était mais non, du tout. Nous, on veut proposer un futur souhaitable. Voilà. Pas utopique, mais souhaitable. Voilà, bon, je vous montre rapidement. Et là, dans l'audiovisuel, moi, j'ai fait quelques gros spectacles de vidéo mapping, en fait. Ça, c'était au Théâtre Antique de la ville d'Orange. Rapidement, c'est intéressant parce que ça m'a permis, là je vais vite, mais
j'avais 14 styles graphiques à faire, parce que c'était un spectacle de 40 minutes. Et en fait, vous voyez, l'IA m'a permis surtout justement d'ouvrir. C'est-à-dire que moi, en gros, j'étais capable de faire 3 styles graphiques dans ce style. Voilà, techniquement, hein, là je parle vraiment techniquement, artistiquement, et voilà. Et là j'ai pu ouvrir, alors ça je peux le faire, ça aussi. Voilà, ça c'est des choix, voilà, et ça c'est ce que ça donne à la fin. Ça c'est mes teasers, parce qu'à un moment donné ça poussait tout autour de vous, voilà. Alors après, tout ce qui est post-prod, tout est animation, c'était il y a 3 ans, c'était impossible, tout est fait à After Effects avec mes petites mains, avec des systèmes, voilà. Là ça a été très très long à faire, mais les images de base hein, ont été faites par IA. Pareil, ça c'est un spectacle au Lido que j'ai fait l'année dernière. C'était pendant les Jeux Olympiques, donc il y a 1 an et demi, que j'ai fait. Pas tout seul, hein, mais j'étais le réalisateur et le designer avec voilà, et le directeur artistique. Et ce qui était assez rigolo, c'est que c'était un spectacle où il y avait de l'eau, enfin c'était vraiment des mécanismes de théâtre, hein, donc il y avait il y avait de la neige, il y avait du vent, de la fumée, il y avait des murs d'eau, c'était rigolo, des typographies avec de l'eau et compagnie. Je vais assez vite là-dessus. L'IA nous a beaucoup aidé là, c'est-à-dire pour faire les storyboards et les premiers jets des idées, puisqu'il y avait une grosse équipe hein, derrière technique, hein, et le design sonore avait été déjà fait, et ça m'a beaucoup aidé au début, juste pour montrer à l'équipe et à toute l'équipe, voilà, des fois c'est fait en aquarelle, hein, vite fait, hein, à la main c'est plus rapide hein, des fois, mais c'était juste pour montrer dans quelle esthétique ou quelle idée on allait, et après pour tout vous dire, on s'est tous mis autour d'une table. Il y avait 4 saisons, hein, c'est les saisons de Vivaldi, hein, c'est des trucs très classiques. On a dit, OK, ça peut se faire en IA, ça fait en post-prod classique. Ça, c'est vraiment en 3D, parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment des monuments de Paris. Il y a 2 ans, hein, 1 an et demi, c'était pas possible de faire une tour Eiffel qui se tordait pas à un moment donné. Surtout qu'on est parisiens la plupart, donc la tour Eiffel, s'il y a le moindre truc, fait, là, il n'est pas comme ça. Voilà. Donc en gros, voilà, toute cette partie, par exemple, a été faite en 3D classique. Donc en fait, c'est intéressant ce projet, qui est un grand projet audiovisuel. Par exemple, mes petits poissons en plastique, ça, ils sont faits en IA, hein, voilà, parce que c'est des poissons les poissons du futur, voilà, qui étaient tout en plastique. Mais c'était vraiment un mélange complet vraiment, il y avait 4 équipes techniques qui chacun avaient leur spécialité. Voilà. Et il y avait aussi du vrai tournage. À un moment donné, il fallait du sable, voilà, ça a été tourné en vrai. Voilà, tac, là je vais assez vite, ça c'est le premier test. Ça c'est moi qui suis très mauvais en 3D, ça me sauve la vie pour tout vous dire. Je fais mes petits poissons et je les ai modélisés en 3D comme ça très vite, sachant que c'est des petits poissons juste qui se promenaient au fond. J'allais pas dépenser un budget de 5 000 €, hein, surtout que c'est moi qui devais le faire, et surtout une semaine est mal fait. Donc, en gros, là, j'ai aucun problème. Oui, alors la 3D, enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est monopole des Chinois. Hein, la 3D, hein, Trippo, Meshi, Rodin, enfin, tous, c'est vraiment nos amis chinois. Et puis, pour finir, ça, c'est des petits storyboards, vous voyez, griffonnés sur une table. Et c'était avec un musicien. Et ça, c'est après mon storyboard, qui a pris beaucoup de temps à faire, parce que c'est à partir de ses souvenirs d'enfance et des photos d'enfance. Et à partir de ce storyboard, j'ai pu commencer à l'animer. C'était cet été. Voilà, là, c'était, voilà, Oui, comme vous voyez, ce musicien, donc c'est le fils de Jacques Loussier, c'est Jean-Baptiste Loussier, et son papa était un grand musicien spécialiste de Bach et de la pop. Et lui, quand il avait 12 ans, il y avait juste les Pink Floyd qui enregistraient dans son jardin. Voilà, il y avait Cure, il y avait Sade, donc en gros, il n'a pas eu la même jeunesse que moi, qui était super, il n'y a pas de problème. Mais tout d'un coup, il me dit, mais voilà mes photos quand j'étais enfant. Je fais, ah ouais, comment. Il y avait David Gilmour, voilà, donc plein de photos comme ça. Et voilà. Et là, c'est les premiers tests techniques où là, vous voyez, il y a eu des progrès. J'avais un peu peur, c'est pour ça que j'ai fait plein de vélos pour tout vous dire, pour voir ce que ça donnait. Voilà, à partir de photos d'enfance, voilà. Et ça, c'est les premiers tests techniques. Vous pourrez voir le site, ça s'appelle Dream, de Jean-Baptiste Loussier. Voilà. Et juste pour finir, depuis 6 mois, mais vraiment ça marche depuis Noël, ce qu'on appelle le vibe coding. Alors le vibe coding, c'est comme actuellement, on peut faire de la musique sans savoir faire de musique. Moi, je chante juste, pour tout vous dire, je chante très fort. Donc, je peux chanter juste grâce à une IA. Tout le monde sait bien dessiner, tout le monde fait aucune erreur de perspective. Là, c'est pareil pour la programmation. Ça, c'est un renversement. Par exemple, quelqu'un disait, tu as des enfants. Par exemple, moi, j'ai un fils qui a 17 ans qui voulait faire traducteur. Je lui dis, particulièrement je lui ai dit ça, c'est peut-être pas. Ou alors, tu es le meilleur au monde. Non, mais voilà. Non, mais ou alors, tu es vraiment le top au monde et tu es spécialiste, je sais pas quoi, de la littérature japonaise et tu vas nous faire des trucs incroyables. Là, au niveau du code, c'est dur pour les jeunes. Hein. Ça, je peux vous le dire. Un niveau codeur, c'est vraiment incroyable la manière. Alors pour moi, je suis très excité parce que tout d'un coup, moi, j'ai toujours travaillé avec des développeurs. Je sais comment ça marche, mais j'ai une difficulté, une friction au code. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est dur à écrire. Et actuellement, on est dans une explosion, mais absolument incroyable, qui peut être très risquée, parce que tout le monde fait n'importe quoi avec des logiciels, hein, mais où on est en open source, hein, bien sûr, mais surtout, c'est tout le monde fait son propre logiciel. Voilà, tout le monde fabrique, quand je dis tout le monde,
les gens qui ont le nez dedans depuis un petit moment. Mais autour de moi, alors attention, je suis totalement biaisé, hein, moi, parce que j'ai un écosystème autour de moi. Mais par exemple, moi, je suis fabriqué mon propre After Effects de générative d'animation expérimentale. Hein. Je fais des frères Whitney, par exemple, toujours l'animation. D'ailleurs, c'est proceduralstudio.etienne.design. C'est gratuit, hein, allez-y gaiement. Je me suis fait un truc qui fait mes trames. J'adore les trames et toutes mes pochettes de bouquins, de trucs, c'est fait avec mon outil. Mais vraiment, je me suis pris la tête, hein, entre guillemets, mais je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai la chance d'avoir toujours travaillé avec des ingénieurs ou des développeurs, donc je connais le vocabulaire et le langage et ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà. Donc je vais beaucoup plus vite. Et encore, hein, mon ancien associé qui était développeur, on a fait une compétition. Bizarrement, lui, il allait plus vite et c'était mieux. Il me dit, ben, normal, parce que je connais les algorithmes, je connais leur nom, je sais la structure, donc très très vite, je prompte. Quand je dis je prompte, mes demandes sont beaucoup plus claires. Et ça, c'est un nouveau talent, entre guillemets, c'est de savoir expliciter très clairement ce qu'on veut. Et d'ailleurs, je vois ça, moi, quand je fais des formations avec des photographes professionnels, à la fin, à l'aveugle, on arrive à savoir les images générées par les vrais photographes et les photographes, on va dire, amateurs. Voilà. Mais c'est assez marrant, alors que c'est le même outil. Ben, c'est juste que le vocabulaire et les références qu'ils utilisent, et surtout, ils ont cette fameuse, je sais pas comment on appelle ça, personnalité artistique derrière qui ressort de leur travail parce que il dit oui, moi je continue mon travail, hein, que ce soit avec Photoshop, avec de l'argentique, du numérique ou de l'IA, je continue mon travail là-dessus. Voilà. Donc ça c'est vraiment gros truc. Et là pour m'amuser, mais en fait j'ai fait ça pour rire. En fait ça marche super bien. Je me suis fait ma propre agence virtuelle avec des petits agents que j'ai programmés et je me suis fait moi. En fait, la manière dont je me suis fait, quand je me suis fait, pareil, j'ai une juriste, elle est là, j'ai fait un truc super avec une juriste. J'étais avec la responsable juridique du groupe Salomon, je lui ai demandé de m'expliquer, elle m'a décrit 9 étapes dans son travail, dont 4 qui n'étaient pas la plus joyeuse. Elle m'a dit ça, si je peux le donner à l'IA, vous voyez, tout ce qui est, non mais jurisprudence, à savoir tout, voilà, de collecter beaucoup d'informations. Et en fait, je me suis amusé à faire discuter ces gens, le designer de la stratégie, le directeur artistique, le spécialiste du logo et tout. Alors bien sûr, moi j'interviens, et surtout, je me suis mis le designer critique, qui est très très drôle, qui a lu Guy Debord et compagnie, et qui remet en cause tout ce système capitaliste. Alors, je l'ai un peu baissé parce qu'il était très agressif. Maintenant, je lui ai dit, mais en tout cas, c'était pour m'amuser. Mais en fait, ça marche. Quand je dis ça marche, parce que moi, je suis dedans, je mets mon nom. Mais quand je sais où je vais, je mets ma petite idée. Je les fais discuter. Bien sûr, j'interviens à tout moment. Et après, c'est moi qui oriente la discussion. Mais c'est assez intéressant parce que vous arrivez. Par exemple, le légal, en fait, j'ai toujours lui dit d'être constructif. Parce que souvent, le légal dans les grosses boîtes, souvent, c'est plutôt quelqu'un qui va être perçu pour dire « Oh, on n'a encore pas le droit de faire ça ». Et elle m'avait dit, cette jeune femme m'a dit « Bah oui, souvent, je vais voir les designers ou qui vous voulez, à chaque fois, dire « Bon, alors la réunion avec la partie juridique, qu'est-ce qu'on va nous dire de ne pas faire ?» Et là, justement, je lui ai dit « Tu proposes des solutions ou des choses comme ça ». Et ça marche super. Quand je dis ça marche, c'est assez intéressant et ça, dans la tête, ça fait avancer des idées. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont bien toujours et compagnie, mais au moins, ça fait bouger tout ça. Donc voilà, moi j'en suis là et en ce moment, là je suis en train de me fabriquer un petit outil pour faire des scénarios interactifs et des jeux interactifs qui sont assez intéressants et sachant que c'est très très facile. Voilà, merci. Quand je dis facile, c'est assez hallucinant. C'est en 2 soirées, vous faites votre outil en fait. Mais moi, ma comptable, plein de gens avec juste Claude ou ChatGPT ou ce que vous voulez, ou Gemini, moi j'utilise, vous arrivez à coder votre petit outil. Et pareil, dans l'audiovisuel, j'ai pas mal de copains qui se font leur propre outil, plutôt des utilitaires. Vous savez, les petits trucs embêtants, quand vous êtes monteur et tout, il me manque ça, ou c'est un plugin, ça coûte 5 000 €, je vais peut-être pas me l'acheter. Attends, je vais demander. Et on arrive à faire. Alors, c'est des outils personnels. Après, il y a moi, mes outils, là, il y en a 2-3 que je donne parce que justement, j'ai estimé qu'il n'y avait aucun risque. Ni financièrement pour moi, ni techniquement, parce que ça génère des trames et des images, voilà, c'est pas très grave. Après, il y a des gens là qui vont beaucoup plus loin maintenant, vous avez dû entendre OpenClaw et compagnie, hein, il y a des OS complets. Moi, j'ai des copains, alors ils sont tous ingénieurs, qui donnent leur carte bleue à cette machine. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un ordinateur, hein, qui est entièrement IA et qui gère leur portefeuille automatiquement, qui gère tout. Là, on est dans un délire. Moi voilà, là, je fais, on va attendre, voilà, un petit peu, parce qu'il va y avoir des catastrophes, à mon avis. Mais dans le domaine créatif, pas un musicien, c'est un jeu de mots, mais je trouve que c'est vraiment très bien. C'est un amplificateur plutôt. Moi, je le considère plutôt comme un amplificateur. Alors, par contre, moi, j'ai 57 ans, donc ça va, je sais un peu où je vais, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je fais mal. Je sais là où l'IA peut m'aider. Après, quand je suis en face de jeunes de 18 ou 20 ans, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a un juste fini là-dessus qui m'a dit « Mais je fais quoi il dessine mieux que moi, il a vu toutes les images du monde, il est presque gratuit, il va 1000 fois plus vite que moi. » Voilà, je dis « Ah oui, ça va être compliqué. » Sachant que lui, il faisait beaucoup de mangas. De mangas très stéréotypés, sachant qu'il dessinait extrêmement bien. Hein. Vraiment, un manga, c'est très compliqué. Et là, même le prof de BD qui était avec lui dit « Il va falloir...
je sais pas comment on appelle ça, pivoter, hein, comme disent les boîtes, les startups et compagnie, mais il va falloir que tu dessines très bien, tu as du talent, donc il va falloir arrêter de copier ton style qui est génial, hein, manga et compagnie, mais essayer de trouver un truc un peu plus original. Voilà, donc, je suis allé vite, hein, mais voilà. Alors vous pouvez tout trouver sur etienne.design/IA. Merci. Merci Étienne. Qui va se lancer dans la première question pour Étienne? Tu as beaucoup parlé, Françoise. D'abord Paul et après Françoise. Il y a un quota. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir, dans vos processus créatifs actuels, notamment pour la génération d'images et de vidéos, est-ce que vous utilisez des modèles en local? Parce que vous nous avez montré les modèles les plus connus en ligne, mais en local. Alors en local, beaucoup pour le texte. Là j'ai Olama, là, enfin j'ai tout ce qu'il faut. J'ai aussi, non, beaucoup pour le texte. Les images, malheureusement, le niveau est tellement élevé avec Midjourney et OpenAI, pas OpenAI, avec Google, qu'en fait c'est vraiment très compliqué là-dessus. Et en vidéo, j'ai essayé, c'est rigolo. Voilà. Mais le problème, c'est que les modèles en ligne, enfin on va dire des gros là, sont tellement puissants. Alors ça me sert moi pour la vidéo qui coûte très cher. Alors pareil, là j'ai pas mis les vidéos, mais en gros c'est 300 fois plus. Hein. Une vidéo de 5 secondes, ça équivaut à 300 images, hein, alors qu'il y a que 150 images, mais c'est vraiment très très gourmand. Il faut faire attention là-dessus. Donc moi je me sers par exemple pour mes petits storyboards et compagnie de petits modèles locaux là-dessus, hein, ça tourne. Hein. Alors lui c'est un Mac M3 Pro, enfin avec plein de mémoire, donc il avance quand même. Ça me sert à faire des maquettes. Voilà. Par contre après, mais comme ça me permet d'évacuer pas mal de problèmes, surtout pour la vidéo qui est vraiment consommatrice, énorme. Hein. Enfin un clic c'est 2 €. Hein. Voilà, enfin, 5 secondes, c'est 2 € en gros, hein, sur VO et compagnie. Et encore, il paraît que c'est sponsorisé, donc quand on va payer le vrai prix, ça, juste pour tout vous dire, Seedance, le 2, hein, j'ai un copain qui travaille dessus depuis plusieurs mois, il le facture que 20 centimes. Mais c'est sponsorisé par le gouvernement chinois, a priori. Vous ne payez pas le vrai prix, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, incroyable. Oui, moi, concernant les images, j'ai été frappée d'une chose, c'est que les images d'humains, hein, je parle. En revanche, où je pense qu'elles pêchent encore et qu'elles risquent de pêcher longtemps, c'est les yeux. Et d'ailleurs, la femme que vous avez demandé de générer avec un mood board, elle avait des lunettes de soleil. Comme oui, ça, il triche. Il n'avait pas à faire les yeux. Attendez. Et à tricher. Attendez, regardez. Attendez, on va regarder. Laquelle? Celle-là. Celle-là, c'est le top actuellement. Voilà, ouais, c'est Kive. Regardez celle de droite. Il n'y a pas d'expression dans les yeux. Oui, tout à fait. Celle-là, elle est mieux. Alors, pour tout vous dire, celle-là à gauche est faite par Kive. Kive, c'est une start-up suédoise qui s'est justement focalisée sur ce que vous dites. Alors, qui ne fait que des filles jolies, photoréalistes. Alors, je dis jolies parce que par défaut, il fait des jeunes femmes. Oui, mais moi, je voudrais voir en gros plan. On pourra essayer tout à l'heure. On se mettra sur Kive. Vous allez voir. Non, mais c'est avec un photographe. Là, j'ai travaillé de mode et c'est lui qui m'a fait découvrir cette IA. Alors, c'est un IA. C'est des surcouches de nano-banana. En fait, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui font justement, on prend les briques de base, parce qu'on recommence plus de zéro, parce qu'il faudrait des milliards pour ça. Et il y a des spécialistes qui vont, justement, avec des vrais photographes, des gens qui ont l'œil, et qui vont retravailler là-dessus, qui par défaut, ça c'est Midjourney, hein, par défaut, j'ai dû juste dire femme blonde, je sais pas quoi. Celle-là, c'est on pourra essayer avec des gros plans pour voir, qui est vraiment fait pour les photos de mode et qui a été entraîné beaucoup par des photos de mode et par des photographes qui pré-prompt, j'aime pas trop ce mot, mais en gros c'est ça, et qui vous met des surcouches et par défaut, vous savez, c'est comme avec ça. Là-dessus, quoi qu'il arrive, la photo sera pas floue, elle sera bien éclairée. Voilà. Donc ils vous font ça actuellement. Mais je suis tout à fait d'accord, hein, sur les yeux encore, il y a des petites choses. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit sur les vidéos et compagnie, c'est des petits malins. Enfin voilà, soit c'est des lunettes. Oui, il y a plein d'astuces, mais de toute façon, on est dans un métier de tricheur. Moi, c'est ce qui m'a. À chaque fois, c'est ce qui m'a. Enfin voilà, c'est l'indice qui alerte. Exactement. Oui, parce que c'est plus du tout la peau, c'est fait maintenant. Enfin, si vous travaillez dessus, les doigts, alors ça fait longtemps que c'est fait, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est encore les comment dire les yeux ou le. Je sais que c'est que c'est quelque chose de très très complexe à réaliser. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, vous savez que c'est comme ça qu'ils servent, vous savez, de détection dans les trucs un peu macabres pour Apple, la reconnaissance faciale. Si vous êtes mort, en fait, parce qu'ils ont essayé sur quelqu'un de mort, le FBI, voilà. Et en fait, ça ne marche pas parce que visiblement, il y a un truc très spécifique dans l'œil quand vous êtes vivant. Oui. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus, donc rendez-vous dans 6 mois. C'est ça avec les IA, c'est tout le temps. Voilà. Et moi, le premier, tout le temps, je dis ça. C'est comme me disaient mes copains ingénieurs, c'est un problème. On va le résoudre. On est des ingénieurs. Enfin,
vous me dites ce qu'il faut faire, voilà. Alors juste comme ça, petit truc, vous savez pourquoi la typo il est nul? La réponse des ingénieurs, mais parce que tout le monde s'en fout de la typo. Il m'a dit, il n'y a pas un marché dessus. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, oui, en France, il y a 3-4 personnes qui sont typographes professionnels, juste 3. Et encore, ils ne vivent pas que de ça. Vous voyez, donc c'est un marché tout petit. Voilà. Donc la réponse était géniale. Il dit, mais parce que tout le monde s'en fout. Alors qu'il dit, moi, je suis payé pour faire des baskets et des belles voitures. Hein. Ça, il y a un marché là-dessus. Vous voyez, c'est. Voilà. Alors du coup, le marché de VFX, est-ce qu'il est suffisamment grand par rapport au marché des vidéos pourries sur TikTok? Alors là, bah non, le marché c'est TikTok. C'est pour ça que c'est ByteDance derrière. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là, alors après, je suis pas spécialiste des VFX, mais il y a quand même je pense que ça, je sais pas la manière dont vous voyez. Moi, je pense que ça va être des plugins, voilà, comme pour le son. C'est-à-dire qu'on va garder nos outils, on va dire très professionnels, et va se rajouter, comme fait Adobe en ce moment avec Photoshop et compagnie, se rajoutent petit à petit des outils. On va dire boosté à l'IA derrière. Je sais que dans le son c'est la fête, mes copains m'ont montré tous leurs plugins. Ils disent bah non, je reste sur Pro Tools ou je sais pas quoi. Par contre non, mais je suis chez moi, voilà, je sais comment ça marche. Puis quand même, ça fait juste 30 ans que ces outils existent et donc on a des trucs extrêmement précis. Et puis après se rajoute. Et puis en face on a Suno et je sais plus quoi, Udio et compagnie, où là vous promptez juste comment dire, je sais pas quoi, musique de rap type français, c'est très drôle, avec l'accent parisien, il le fait, ça marche très très bien. Voilà. Même si, je sais pas si vous avez vu, les outils comme Udio et Suno, ils commencent à faire des outils maintenant multipistes. Enfin voilà, à mon avis, à un moment donné, il va y avoir une convergence. Voilà. Alors qui va manger l'autre, je sais pas. Voilà. Dans ce que je vois en VFX, alors c'est pour l'image fixe, pour les architectes d'intérieur, ils travaillent avec SketchUp ou des trucs comme ça très vite. Et en fait, les architectes, ce qui les embête, c'est le rendu. C'est pas leur métier. Et en fait, boum, ils mettent dans un Nomadana, ils mettent une belle photo à côté, tu me fais le même rendu. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, c'est souvent les architectes sont plutôt dans la manière d'agencer l'espace, c'est ça qui les intéresse plus. Et après, souvent, surtout les appels d'offres, les architectes et tout, c'est des métiers ultra durs sur les appels d'offres non rémunérés la plupart du temps. Donc eux, ils sont vraiment juste pour faire un rendu qui va plaire, qui sera satisfaisant à l'œil en fait, même s'il n'est pas vraiment réaliste. Si vous regardez, si un plombier ou un comment dire, même pas un architecte, un menuisier regarde, il va faire bah non, c'est pas du tout ça, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est pour l'instant c'est ça. Puis ça s'améliore énormément de toute façon tous les mois. Une autre question, une dernière question. Bonsoir, merci pour votre présentation. Vu que les modèles sont entraînés à partir de matières créées par des créateurs, l'éternelle question. À un moment, le serpent se mord la queue. Oui, d'ailleurs, c'est leur problème. Ils veulent surtout pas empoisonner leur base de données. Sur les histoires de droit, on en est à des modèles qui contiennent des droits d'auteur cachés à l'intérieur dans les nuages de points stochastiques, le hasard, et qui sont donc dissimulés dans des bases de données liées au modèle. Nous-mêmes utilisons ces modèles, des fois même hybrides, avec d'autres moteurs qui viennent contrôler, modifier, diriger. Donc là, on est un petit peu comme le réalisateur qui dirige différents corps de métier sur un plateau, en disant maintenant toi l'éclairage par là, le son là, puis toi lecteur tu vas passer par là. Donc il y a tout un métier à redéfinir par rapport à l'IA et par rapport aux droits d'auteur, parce qu'un réalisateur a des droits d'auteur, donc et le technicien n'en a pas. Et pourtant il contribue à l'œuvre aussi. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont à remettre à l'aune de la technologie d'aujourd'hui. Comme les questions qu'on se posait il y a un siècle sur la photographie. Moi, je sais que mon métier évolue. Maintenant, je suis c'est pas ingénieur système, mais je suis designer système. C'est-à-dire, je design des workflows, en fait. Et j'ai 2 ou 3 copains qui sont plus jeunes que moi, qui ont 30 ans juste, qui sont vraiment leur boulot depuis un an. C'est-à-dire qu'ils sont designers, mais ils vont avec des clients et ils leur fabriquent tout le pipeline, ce qu'on appelle, alors comme FIUI pour les plus techniques et puis d'autres, mais vraiment, c'est tout le pipeline. Et puis après, au revoir. Et c'est vraiment un boulot. Et justement, il me dit, parce qu'au début, je dis, tu le vends ça? Mais il me dit, bien sûr que je le vends, parce que pour jouer, il dit, c'est du travail. Je dis, oui, t'as raison, c'est vraiment du travail. Et exactement. Et donc, c'est vraiment un nouveau métier alors, c'est des métiers comme tu dis, je te tutoie, non, mais comme un réalisateur ou un chef d'orchestre. Et sauf que tout d'un coup, par exemple, un designer ou un développeur, pareil, un développeur maintenant, ceux qui continuent sont plutôt des chefs d'orchestre. Par exemple, Claude, ils ont avoué que 0% du code était écrit par des humains maintenant. Ce sont des IA qui écrivent leur propre code. Par contre, attention, c'est pas moi qui ai écrit Claude, heureusement pour vous. C'est des super ingénieurs et mathématiciens qui savent contrôler
j'espère pour eux, et orienté, et comme un chef d'orchestre. Pareil, si un chef d'orchestre ne connaît pas la musique, j'imagine ça va pas être brillant, ça peut être drôle, voilà. Et donc s'il n'a pas de connaissances sur la musique, voilà. Et non, tout à fait, c'est des métiers glissent en ce moment beaucoup. Je vois ça, ça glisse en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'empiète. Par exemple, je vous connais pas, mais par exemple, vous allez empiéter sur mon domaine parce que vous dites ouais, faire un logo, une identité visuelle pour mon cabinet, je vais me débrouiller toute seule. Et puis moi, pareil, moi j'empiète sur le développeur qui dit bah en fait, moi je développe mes propres outils. Puis après le développeur va un peu plus haut. Alors après c'est jusqu'où ça, voilà, c'est une sorte de domino en ce moment qu'on voit qui marche. Et donc justement après le droit là va devoir s'adapter. S'adapter parce que ça glisse énormément et ça va extrêmement vite. Parce que moi quand même je suis en limite surcharge cognitive en ce moment. Hein. Non mais sans rire, pendant 2 semaines j'ai arrêté là. Enfin j'ai fait ah ouais, Seedance c'est déjà sorti, ça machin est sorti, il y a OpenClaw qui fait ça, j'ai des copains qui gèrent leur truc machin. Je fais ah ouais comment vous faites voir voilà. Oui, il y a 1 semaine ils ont fait ça, ils ont permis de faire ça voilà. Donc ça va extrêmement vite et il va y avoir des catastrophes là je vais dire techniques. Alors dans le cinéma c'est autre chose, mais plutôt là au niveau du hacking et des choses comme ça. C'est-à-dire que bon en même temps vous avez vu tous nos trucs de la sécurité sociale se sont fait hacker, le ministère de l'Intérieur s'est fait hacker. Enfin à la rigueur, je suis sûr qu'une IA aurait mieux fait. Enfin, moi, après, vous voyez, est-ce que si voilà, ça sur voilà, tout l'État français chez Microsoft. Enfin, vous voyez, voilà, l'éducation française est chez Microsoft. Enfin, c'est un peu, voilà, hein, l'État français. Ah oui, bah voilà, parce que moi, j'hallucine. Hein, mais voilà, c'est. Ah oui, mais 1 million juste. Les PC de l'école de Montrouge, je peux dire qu'ils sont où ça? Dans les ministères, en tout cas dans le. D'accord. Non mais pour moi c'est surréaliste. On est en 2026, les mecs découvrent Linux et s'aperçoivent qu'on est tous sur des logiciels américains. Enfin c'est incroyable. Bah ouais, Enfin moi j'hallucine totalement. Pareil, je sais pas si vous le précisez. Là, alors actuellement ce qui se passe dans les grandes agences, c'est donc ils embauchent des informaticiens, des gens très. Ouais. Dernier sujet et après on va manger. Ouais, ok, ouais, on va manger sinon. Voilà. Non mais ce qui est intéressant, c'est que là ils installent leur propre modèle. Alors comme modèle, ils prennent les modèles open source. D'accord. Et ils vont les installer sur leur serveur localement en France, à Paris et compagnie. Moi, j'ai vu ça à Genève, hein, par exemple, Rolex, par exemple, ils ont une sorte de ChatGPT, mais les serveurs sont à Genève. Voilà. Ils ont un accord. Et là, pareil, ce qui se passe, c'est que les grandes agences qui peuvent se le permettre en tout cas, se construisent leur écosystème, et justement au niveau des règles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que suivant le client, les graphistes, par exemple, je parle dans mon domaine, ont le droit d'utiliser tel IA ou tel modèle ou tel modèle. C'est assez marrant. Automatiquement, ils disent, ok, tu travailles avec, je dis n'importe quoi, tu travailles avec un truc lié à la sécurité, allez, Dassault Aviation. Ouh, là, tu as le droit à Mistral et encore. Voilà. Il est sur place et il y a un mec à côté de toi. Alors qu'au contraire, tu travaillais pour un client en Asie. Alors là, ils m'ont dit, c'est la fête totale. Voilà. Non, mais vraiment. Hein. Et donc, en fait, ils ont des niveaux comme ça, automatiquement, parce que les gens, on va dire, normaux, non, mais ils en ont marre en interne, dire, non, mais vous me dites que j'ai le droit d'utiliser celui-là, pas celui-là, compagnie, mais vraiment, laissez-moi travailler, quoi. Donc, en gros, en ce moment, ils ont des trucs automatiques qui disent, suivant ton client, on t'autorise ça, ça, ça. Voilà, tac. Puis après, ils se débrouillent avec. Voilà. Alors après, il y a des, je sais pas comment on appelle ça, Shadow Tech. Hein, le soir à la maison, voilà. Moi j'ai vu des choses, c'est enregistré ça, faut pas que je dise, mais même moi j'étais choqué, j'ai fait ah ouais quand même, ouais, c'est bon, c'est quand même 1000 fois mieux ce truc, ça me coûte 20 € par mois, c'est 1000 fois mieux que ce que je fais oh mais quand même, bon c'est pour ça que je dis il va y avoir à mon avis des catastrophes. On va finir la discussion autour de pizza. Part de pizza. Pourquoi j'étais sur cette dame là, c'était pas la mieux, voilà, je préfère ça, voilà. Merci Étienne, merci Lucie. Merci.